Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de 2025. Bonne année à tous d'ailleurs. Et on va directement s'attaquer aux actions que je vais suivre en bourse sur janvier 2025 et les achats que j'ai faits récemment. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi et surtout de continuer à vous informer des recherches que je fais, des entreprises que je vois en ce moment, parce que quand les marchés sont au plus haut, ou pratiquement au plus haut, ce qui est le cas en ce moment, eh bien, ça devient un petit peu plus difficile de trouver des actions. Et d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages dans ce sens, des messages dans lesquels on me dit, bah, les actions maintenant, elles sont trop chères, j'aurais dû les acheter il y a un an, etc. Le problème, c'est que ça, c'est une histoire sans fin, parce qu'au final, c'est normal que les marchés soient souvent au plus haut, puisque la tendance sur le long terme, elle est haussière, et tant mieux d'ailleurs, je suis investi, je n'ai pas vendu les différentes peurs, et au contraire, j'ai acheté les baisses, et je sais que vous avez été nombreux à le faire aussi. Donc c'est normal de toujours avoir l'impression qu'on a raté le train, mais au final, il y a toujours des bonnes opportunités, et dans 2-3 ans, on entendra encore cette histoire disant qu'on a raté le train, alors que effectivement, il y avait des choses à acheter et des bonnes affaires. Je préciserai aussi dans cette intro qu'on ne fait pas ici des analyses complètes d'entreprise, mais on est plutôt là pour partager des idées et aussi vous montrer ce que j'analyse personnellement en termes de candidats pour rentrer dans le portefeuille. Et évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. On va commencer avec AMD et Nvidia. Alors, j'étudie beaucoup AMD en ce moment, surtout sur le qualitatif. En fait, j'essaie de comprendre pourquoi AMD n'a pas eu la même appréciation en bourse que Nvidia. Si vous regardez sur un an, Nvidia a presque fait un x3 alors que AMD a perdu un peu plus de 9%. Et le gros du travail que je fais en ce moment, c'est de comprendre quels sont les produits que propose AMD, la stratégie, le futur de l'entreprise, sa capacité à répondre à la compétition, notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle, parce que Nvidia clairement est le numéro 1, mais est-ce que justement on n'aurait pas une opportunité sur le numéro 2, ou à l'inverse, est-ce qu'il ne faudrait pas juste patienter pour clairement acheter le gagnant, le numéro 1? Et ça, c'est le genre de question que je me pose en ce moment, parce qu'il y a peut-être une opportunité, mais il y a peut-être aussi un piège. Quand on regarde les chiffres, ce sont deux entreprises qui ont eu des croissances sur leur chiffre d'affaires absolument phénoménales sur les 5 dernières années en composé. Vous voyez qu'on est à plus de 38% par an pour AMD et on est à plus de 46% par an pour Nvidia. Au niveau des marges, Nvidia est beaucoup mieux placé. Si vous regardez ici les marges nettes, on est à plus de 50%. Donc là, on a vraiment une capacité à fixer les prix. Les clients sont prêts à payer le prix demandé par Nvidia parce qu'il y a énormément de demandes sur leurs cartes, notamment pour les calculs en intelligence artificielle. Et si vous prenez les marges brutes, on a quand même des meilleures marges brutes aussi sur Nvidia par rapport à AMD. La question, c'est est-ce que AMD va pouvoir mettre des actions correctives en place pour arriver au niveau de Nvidia? Parce que en soi, les monopoles existent, mais bien souvent, on peut avoir des entreprises qui vont venir prendre des parts de marché. Et c'est toute la thèse et toute la question que je me pose sur AMD. Ensuite, au niveau des valorisations, dans les deux cas, on est élevé actuellement. Vous voyez, on a un PER au-delà de 100 pour AMD, au-delà de 50 pour Nvidia. Par contre, si vous prenez dans un an d'après la croissance des analystes, eh bien, on revient sur des PER qui sont beaucoup plus bas. Et on retrouve ici le fait qu'on est sur les entreprises qui ont des grosses croissances et donc aussi des valorisations qui vont être élevées. Ces deux entreprises vont donc faire partie de mes sessions de travail clairement sur janvier. Ensuite, je repasse sur Nu, je vous en avais parlé il y a un mois. C'est une entreprise brésilienne qui est spécialisée dans les services bancaires numériques. En gros, c'est une fintech et ils proposent des solutions pour tout ce qui est carte de crédit sans frais, compte bancaire, simplification de la gestion de ses finances, etc. Le tout via une application. Ça me rappelle énormément SoFi que j'ai en portefeuille. Vous voyez ici que j'ai 800 actions pour pas loin de 12 000 $ de position et on est un petit peu plus de 116% de gains latents dessus. Et je vois beaucoup de choses en commun, notamment la croissance au niveau de l'adoption des utilisateurs. Vous avez aussi le nombre d'utilisateurs actifs tous les mois et donc qui utilisent l'application régulièrement qui est en croissance. L'entreprise a cependant fortement corrigé en bourse. Il y a pas mal de raisons à ça, notamment le dollar qui est fort, aussi des peurs sur le fait qu'on soit sur une entreprise qui est quand même dans une zone géographique hors, par exemple, États-Unis. Et évidemment, c'est une banque, donc il y a des risques intrinsèques à ce business. Après, je ne vois pas de point éliminatoire et j'ai juste besoin de continuer à étudier l'entreprise avant de franchir le pas. Et quand je vous dis ça, c'est par exemple écouter les conférences destinées aux investisseurs, regarder les risques, étudier la taille de la position, quelle taille je voudrais mettre dans mon portefeuille, parce qu'en bourse on a des risques asymétriques. Le plus que je peux perdre si j'ai pas de levier, c'est la somme mise. Par contre, le potentiel à la hausse en théorie il est infini, donc c'est important de mettre la bonne taille de la position pour bien gérer ses risques, aussi quel prix la payer, etc. Dans la vidéo d'il y a un mois sur les actions que j'allais regarder en décembre, je vous avais fait
fait une analyse un petit peu plus poussée sur les chiffres de l'entreprise, n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo si vous voulez plus d'infos sur le business en lui-même. Mais clairement, au final, je me demande si ce serait pas un petit peu mon nouveau SoFi, parce que comme on va en parler juste après, j'aime les entreprises qui sont dans la disruption, vous le savez de toute façon si vous suivez la chaîne, et il y a clairement pour moi des gros changements qui vont arriver dans les banques. Et ça, c'est un petit peu ce dont on va parler maintenant avec 3 entreprises, Amazon, Tesla et IMS. Comme vous le savez peut-être, je recherche toujours des entreprises qui sont dans la disruption, qui sont en train de changer des marchés complets. Vous avez le célèbre livre de Peter Thiel qui en parle, dans lequel il explique que justement quand on a un changement de technologie, eh bien ces nouvelles technologies viennent prendre pratiquement tout le marché et ça peut aller très vite. Et c'est ça que j'appelle les disruptions et souvent c'est via des technologies ou des services. Et en gros, ce que je recherche souvent dans une entreprise, c'est un produit ou un service qui est 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois meilleur que le produit précédent et donc l'adoption est évidente. Et donc ces 3 entreprises, dont notamment Tesla et IMS que j'ai en portefeuille, c'est des entreprises que je continue à étudier régulièrement parce que tout va très vite. Et ce que j'entends par les étudier régulièrement, c'est écouter les conférences destinées aux investisseurs, mais aussi des podcasts de spécialistes des secteurs, lire des livres, regarder les tendances sur les marchés, l'évolution des ventes. Par exemple, est-ce que les personnes continuent à toujours acheter plus en ligne pour Amazon, l'utilisation du cloud avec AWS, les tendances de vente de véhicules pour Tesla, pour IMS et les médicaments, les tendances de changement de consommateurs en regardant justement les chiffres qu'on a dans ces entreprises qui travaillent exclusivement en ligne. Et on va se faire un petit peu un exemple ici pour que vous compreniez ce que j'entends par disruption. Et du coup, on va prendre Tesla. Par exemple, sur Tesla, un graphique qui a toujours été important pour moi, et là on est sur des recherches de Tony Seba, si vous voulez aller voir ce qu'il fait. Il fait un excellent travail sur justement tout ce qui est l'évolution des prix, notamment ici des batteries. Et là, vous avez les courbes de prévision du prix en dollars pour 1 kWh de batterie lithium-ion. Et si vous regardez la courbe, on est en train de s'écrouler et on est en ligne avec les prévisions. Et ça fait longtemps que je dis qu'un jour, une voiture électrique coûtera moins cher qu'une voiture thermique. On verra si j'ai eu raison ou tort. En tout cas, moi, j'ai mis de l'argent dans des entreprises qui, je pense, vont en profiter. Ensuite, je voudrais vous parler justement des courbes d'adoption. Dans l'adoption, on a ce qu'on appelle des courbes en S, où au début, il y a peu de personnes qui adoptent le produit. Ensuite, on a une très très forte accélération et on vient faire un plateau pas loin des 100% d'adoption. Là, vous avez la courbe en X, qui est lorsque l'on passe d'une technologie ou d'un service à un autre. Ici, vous avez l'utilisation des voitures contre l'utilisation des chevaux. Et vous voyez que c'est allé très vite. Vous avez d'ailleurs des célèbres photos à New York où en quelques années on est passé de rues qui étaient remplies de calèches et de chevaux à des rues remplies d'automobiles et les chevaux avaient disparu des centres-villes alors qu'on nous disait qu'on n'avait pas besoin des moteurs à essence des voitures et que les chevaux c'était très bien en omettant complètement le fait qu'il faut les nourrir, qu'ils ont une espérance de vie, que ça pose des gros problèmes d'hygiène etc. alors que l'automobile on transporte énormément d'énergie très dense via le pétrole et on a beaucoup d'avantages et les petits inconvénients comme le bruit etc. La technologie vient à les améliorer. Et vous avez ici toutes les courbes d'adoption qu'on a eues et regardez, elles accélèrent de plus en plus. Et si vous prenez les dernières, eh bien on a les appareils photo numériques contre les anciens appareils photo avec pellicule, vous avez les téléphones, puis les smartphones, les petits appareils pour jouer la musique MP3, je pense que vous avez peut-être connu pour certains, aujourd'hui on n'en a plus, on est passé sur les téléphones et les courbes d'adoption s'enchaînent et on disrupte les marchés de plus en plus vite. Et je recherche ce type d'entreprise. Et j'aime souvent me poser la question, mais à quoi va ressembler l'adoption, par exemple, de la conduite autonome? Si Waymo ou Tesla ou un autre arrive à résoudre ce problème, il va falloir combien de temps avant que les personnes décident qu'au lieu de conduire, ils seraient peut-être mieux sur leur téléphone à travailler ou à faire bien ce qu'ils veulent pendant que le véhicule les transporte. De la même façon, combien de temps avant que les voitures électriques coûtent moins cher que les voitures thermiques? Il y a encore quelques années, quand je disais ça, j'avais beaucoup de résistance. Aujourd'hui, on commence à être sur des prix équivalents si vous prenez certains modèles. Et d'ailleurs, ça pose des gros problèmes à pas mal d'entreprises qui sont anciennes et qui n'ont pas fait la transition. Et quand je regarde ce graphique et quand je vois les procédés de fabrication industrielle et l'évolution incroyable de l'efficacité des usines, eh bien, je me dis qu'on va y arriver. On verra si j'ai raison ou tort, mais ça fait des années que je le dis. Et justement, j'étudie ces business parce que je mets l'argent dans mes plus grosses convictions et dans mes idées.
De la même façon, sur IMSS, on va pas faire l'exemple 3 fois, mais je pense qu'ils sont en train de faire pas mal de disruptions dans le secteur, notamment des pharmacies. Et je remets très souvent mes chiffres à jour parce qu'en fait, ça va très très vite sur ces entreprises. Et je le referai évidemment lors des résultats qui vont arriver fin janvier, début février. On aura beaucoup de publications comme chaque trimestre. Ce sera pour le 4e trimestre 2024. Et on est sur une entreprise qu'il y a 2 ans, j'acceptais de payer sous les 8 $. Et aujourd'hui, je serai prêt à peut-être la payer autour des 21 $, voire même un petit peu plus. Je vais remettre encore mes chiffres à jour parce que ça va très vite. Et encore une fois, quand je vois des business qui sont en train d'apporter de tels changements, et surtout quand je vois l'adoption dans les chiffres, le nombre d'utilisateurs, les ventes, etc., c'est pas juste de l'espoir. Je regarde les chiffres et je regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et bien, ça me donne envie d'en avoir en portefeuille. Pareil pour Amazon et pour Tesla. D'ailleurs, en parlant de Tesla, un des gros objectifs pour le premier trimestre, ça va être de revoir complètement mon modèle de valorisation parce qu'en l'état actuel, le business a tellement de segments, qu'on parle des véhicules, de l'énergie, des assurances, etc., que je vais devoir revoir complètement comment je valorise cette entreprise. Et enfin, une autre entreprise qui pour moi a déjà bien fait cette courbe en S, évidemment, c'est Amazon, qui ont disrupté beaucoup de marchés. Et quand je regarde les fondamentaux de l'entreprise, je vois encore des choses qui pour moi pourraient être des nouvelles courbes en S au sein du business. J'aime beaucoup les fondamentaux de l'entreprise, bien au-delà de simplement AWS, qui est clairement le gros de la valorisation de ce business. Je l'avais possédé à l'époque, mais la position était petite et je l'avais sorti parce qu'encore une fois, quand je vois des grosses convictions, je préfère concentrer. Pour la diversification, il y a des outils très bien pour ça avec les indices via les ETF, mais si elle venait à corriger, je pourrais l'acheter. Prochaine entreprise que je surveille depuis quelques mois, d'ailleurs j'en avais parlé dès octobre dans le programme, et je veux maintenant en parler un petit peu aussi sur YouTube, déjà parce que vous avez été plusieurs à m'en parler, notamment en DM sur Insta, et aussi parce que c'est un business qui m'intéresse, mais vous allez voir, je suis quand même prudent dessus. Il s'agit de Transmedic, c'est une entreprise de technologie médicale qui veut révolutionner le transport d'organes, notamment aux États-Unis où ils ont commencé, et en fait ils ont développé un système, c'est une plateforme qui permet de transporter les cœurs, les poumons et les foies en recréant en gros avec une machine un environnement de corps humain au lieu de les transporter tout simplement dans des glacières. Ils ont aussi racheté une flotte d'avions, ce qui a d'ailleurs posé des problèmes notamment au titre en bourse parce que ça fait énormément de capex et en plus on a beaucoup de coûts, surtout si les avions sont en maintenance et aussi s'ils ne sont pas assez en opération puisqu'on a pas mal de coûts fixes. Et l'entreprise a clairement corrigé en bourse. C'était un titre que j'ai commencé à étudier après la première forte baisse, comme vous le voyez ici, autour de octobre-novembre. On avait fait une session de travail sur l'entreprise dans le programme. C'est une entreprise qui a eu une croissance sur son chiffre d'affaires absolument phénoménale, vous voyez, de pas loin de 100% par an pendant 5 ans en composé. Ils ont des très bonnes marges brutes, par contre les marges opérationnelles et nettes sont plus basses. Après, c'est pas forcément un problème si sur le long terme on a un bon potentiel de marge. Au niveau des ratios, on est quand même toujours élevé, mais globalement, vous le savez que pour moi, surtout sur les entreprises qui sont toujours en croissance, regarder un PER, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faudra plutôt aller faire des projections sur où sera le business dans le futur d'après nos convictions. Je tenais quand même d'ores et déjà à vous en parler, tout simplement parce que ça vous donne aussi des idées d'entreprise à rechercher. Je continue mon travail sur le titre et je vois beaucoup de positifs, mais je vois aussi beaucoup de risques intrinsèques. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas encore franchi l'étape de la rentrée en portefeuille. Et d'ailleurs, comme vous le savez, je suis extrêmement exigeant sur ce que je rentre en portefeuille. Il y a très peu de places disponibles, mais c'est justement en analysant énormément d'actions et en disant non à presque tout que je peux me retrouver avec un portefeuille qui me correspond vraiment, avec des vraies convictions que je vais tenir sur le long terme, ce qui me permettra de faire du retour sur investissement comme ça a été toutes ces dernières années si vous avez suivi la chaîne. On va passer au titre que j'ai acheté. Tout d'abord, j'ai racheté du Celsius et ma position est finie. J'ai un mix d'actions et d'options et à exécution de ces options, je me retrouverai avec 250 titres et un prix de revient unitaire sous les 40 $. J'arrête les achats simplement parce que la taille de la position me convient par rapport au risque vs retour sur investissement que je pourrais avoir dans le portefeuille. C'est une entreprise que j'avais complètement refusé d'acheter quand elle était autour des 80-90 $ sur les plus hauts et que tout le monde en parlait disant que c'était une entreprise qui clairement allait continuer à monter. De toute façon, c'est toujours le même principe. Quand on est sur les plus hauts, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter et quand on est sur les plus bas, plus personne ne veut acheter et on voit que le mauvais. En ce moment, par contre, moi j'ai acheté, je l'ai toujours voulu sous les 40 $ et je continue. Et on a eu la même chose sur IM, sur Tesla, sur Google, sur Meta, etc. Je vais
vous refaire toutes les histoires, mais c'est justement il y a un an et demi, quand personne n'en voulait de ces entreprises, qu'on pouvait les acheter, que je les ai achetées, et aujourd'hui on en récolte les bénéfices. Sachez aussi que je fais depuis longtemps du DCA sur Bitcoin et sur les cryptoactifs. J'en parle pas souvent sur la chaîne parce que c'est pas vraiment de la bourse. Cependant, je vous en parle quand même parce que j'ai décidé de continuer mon DCA, mais maintenant via des proxys en bourse. Et donc ça rentre dans le cadre de la bourse et je tenais à vous en informer. Cependant, même si sur le papier c'est des entreprises en bourse, d'un point de vue de la gestion de mon patrimoine, c'est clairement considéré comme des cryptoactifs et non des entreprises individuelles. Dans mon Excel de suivi de portefeuille, on n'est pas dans la bourse, on est dans la crypto. Et des exemples de proxy que je peux vous donner pour finir la vidéo, vous avez MicroStrategy, j'en avais parlé il y a pas longtemps. Évidemment, regardez le NAV quand on achète ce genre d'entreprise, c'est-à-dire combien on est en train de payer par rapport à ce qu'ils ont, dans ce cas-là, de Bitcoin en réserve, et évidemment étudier ces entreprises quand même, parce qu'elles ont des stratégies pour faire du rendement en émettant des nouveaux titres et ou des obligations. Et ensuite, vous avez des mineurs, par exemple CleanSpark que j'ai aussi, et d'autres que j'étudie, comme par exemple Mara. On en a fini pour aujourd'hui. Je préciserai aussi évidemment que j'ai pas parlé spécialement des ETF ici, mais vous savez que j'ai une composante passive dans ma stratégie et une composante active avec les actions, ce qui est vraiment la thématique de la chaîne parce que c'est vraiment ce qui me passionne. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que si parfois vous trouvez pas d'actions individuelles, et bien vous avez toujours l'option des ETF pour garder cette dynamique d'investir tous les mois, parce que pour moi c'est vraiment un des points pour gagner sur le long terme, ne pas laisser les émotions nous contrôler, acheter tous les mois des ETF et des actions. Je vous souhaite une excellente journée, c'était un plaisir de vous retrouver pour ce début d'année, j'espère que la vidéo vous aura intéressé et je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode.